Ah, les animés japonais. On y a tous été plus ou moins exposés dans notre jeunesse, que ce soit avec Pokémon, Yu-Gi-Oh, Détective Conan et bien d'autres. Mais avant les années 2000, une tendance consistait à les occidentaliser pour gommer au maximum leur origine. Des noms et des lieux modifiés, de la censure, et bien sûr on efface toute trace de culture trop orientale, on voudrait pas que des gosses soient traumatisés par l'existence des onigiri. Et même si aujourd'hui ça se fait plus trop, ça aura au moins eu le mérite de nous donner les sublimes doublages de Ken le Survivant et Nicky Larson. Cette tombe que tu m'as gentiment réservée sera la tienne. Adieu, mon petit Momo. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. On peut débattre de si c'était bien ou pas, mais c'est peut-être justement cette tentative d'adaptation qui a permis à notre génération de s'acclimater en douceur aux séries japonaises et a fait de la France le deuxième consommateur mondial de manga et d'animé. Car oui, il y a clairement des séries qu'on appréciera plus facilement une fois rodées à quelques animés plus traditionnels. Si quelqu'un veut commencer les animés, vous allez lui proposer Death Note, Dr Stone ou l'Attaque des Titans, s'il est assez aventureux. Bref, des séries avec un concept fort et universel. Si vous lui dites de commencer par Gintama alors que c'est de l'humour bien japonais bourré de références à d'autres mangas, là il risque de bloquer votre numéro après 2 épisodes. Et c'est justement de ces animés qu'on ne mettrait pas forcément dans les mains d'un néophyte dont on va parler aujourd'hui. Des séries qui, sur la forme, ont l'air bien barrées, mais qui cachent un fond bien plus intéressant qu'on ne le pense. Alors j'ai pas vu des tonnes d'animés non plus, je reste très mainstream dans mes goûts, donc les séries dont je vais parler aujourd'hui sont relativement connues. Mais si vous hésitiez à les regarder à cause d'a priori, j'espère vous convaincre de leur donner une chance. Alors mettez-vous à l'aise, aujourd'hui on analyse 5 animés moins débiles qu'ils en ont l'air. Bon, on commence avec le gros tapine de la liste, mais je ne pouvais pas ne pas l'inclure. C'est peut-être l'animé qui a le plus rebuté les gens au niveau graphique, et les nombreuses compilations d'extraits hors contexte doivent juste vous rendre encore plus confus quand vous ne connaissez pas l'œuvre. Sans compter que c'est pas facile d'expliquer le concept de Jojo à un profane. Alors commençons par la base. Jojo's Bizarre Adventure, de son titre original Jojo no Kinyo Naboken, est un manga de Hirohiko Araki, publié à partir de 1986 dans le magazine Weekly Shonen Jump, puis dans l'Ultra Jump depuis 2005. Et oui, le manga aura bientôt 40 ans et continue encore aujourd'hui. L'œuvre se découpe en plusieurs parties qui sont toutes assez distinctes même si elles sont toujours reliées. Chaque partie va suivre l'aventure d'un membre de la famille Joestar, membre qui sera surnommé à chaque fois Jojo. Dans la première partie, c'est Jonathan Joestar, dans la deuxième, c'est son petit-fils Joseph Joestar, dans la troisième, son arrière-arrière-petit-fils Jotaro Kujo, etc. C'est pour ça qu'il est assez compliqué de parler de l'histoire de Jojo, car chaque arc possède un protagoniste, une époque, un lieu et un style différent. Par style différent, j'entends que chaque partie reprend l'esthétique d'un genre cinématographique. Le premier arc, Phantom Blood, suit donc l'aventure de Jonathan, le fils d'un lord anglais du 19e siècle qui va se retrouver mêlé à une histoire de vampire évidemment très inspirée de Dracula. La deuxième partie, Battle Tendency, suit les aventures de Joseph dans un périple à la Indiana Jones ou la momie. La troisième partie, Stardust Crusaders, c'est un road movie à travers le Moyen-Orient, etc., etc. C'est donc un univers qui se réinvente sans cesse, à plusieurs niveaux, mais en gardant une vraie cohérence. Par exemple, dans Phantom Blood, Jonathan apprend à maîtriser une énergie solaire appelée Amon pour combattre les vampires, capacité qui sera transmise à son petit-fils Joseph qui l'utilisera à sa manière. Mais Araki s'est dit qu'un système de combat aussi simple tournerait vite en rond, et c'est là qu'à partir de Stardust Crusaders, il trouve l'idée de génie qui donne toute sa saveur au combat de Jojo, les stands. Évolution du Amon, les stands sont des incarnations ésotériques des personnages se manifestant la plupart du temps sous forme d'esprits humanoïdes, mais aussi parfois d'animaux, d'objets, de tenues, voire de phénomènes abstraits. Chaque stand a son propre pouvoir qui peut aller d'une simple manipulation du feu à des capacités beaucoup plus tordues comme transformer des objets en êtres vivants, contrôler la météo ou effacer le temps. Le but va donc être pour les personnages de comprendre le pouvoir de l'adversaire et d'utiliser le leur de façon créative pour le vaincre. Et les stands, c'est juste le système de combat le plus influent de toute l'histoire du manga. Leur esthétique a été reprise dans Persona, dans Inazuma Eleven ou encore dans Shaman King. C'est Jojo's Bizarre Adventure qui a popularisé le fait que chaque personnage a son propre pouvoir dans les shonen. Sans Jojo, pas de fruit du démon dans One Piece, pas de chakra dans Naruto, pas de nen dans Hunter x Hunter. Là où Dragon Ball c'est le papa des shonen qui a instauré les valeurs et les codes avec le dépassement de soi, les combats effrénés, ne jamais abandonner et les power-up, Jojo c'est plutôt le tonton un peu fou qui a poussé ses successeurs à affirmer leur identité propre. Au Japon surtout, c'est un monument culturel. Le nombre de références dans d'autres œuvres est stratosphérique, que ce soit d'autres mangas, des comics, des jeux vidéo, et ce même en dehors du Japon. Je vous laisse aller chercher par vous-même les listes de références, il y a de grandes chances que vos médias préférés s'y trouvent. C'est à un point tel que la phrase Is this a Jojo référence est devenue un mème. Les mèmes, parlons-en, Jojo en est une source inépuisable, surtout depuis l'adaptation animée de 2012 par le studio David Productions. C'est d'ailleurs grâce à cette adaptation que Jojo's Bizarre Adventure a obtenu une reconnaissance internationale récemment. Il y avait bien eu une série d'OAV en 1993, mais adaptant uniquement la troisième partie et qui est surtout connue aujourd'hui pour son doublage mythique. Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul. C'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes.
Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Mais l'adaptation récente, elle, transcende le manga pour plein de raisons. Déjà, elle rend le style graphique d'Araki un peu plus digeste au plus grand nombre. Cette originalité vient du fait qu'Araki, avant d'être mangaka, était designer de mode. Ce qui explique les looks extravagants des personnages, les tenues bariolées et les poses improbables qui sont devenues une signature du manga. Et toute cette fantaisie est d'autant plus éclatante en couleurs et en mouvement. Ensuite, un des aspects extrêmement importants de JoJo qui ne pouvait pas s'épanouir sur papier, c'est la musique. Araki est un amoureux de musique occidentale, surtout de rock. La plupart des personnages et des stands portent le nom d'un artiste, d'un groupe, d'un album ou d'une chanson de la vraie vie. Ce qui a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes de droit lors de la localisation des noms en Occident. Et ça marche terriblement bien. Quand ton stand s'appelle Gold Experience, Heaven's Door, Killer Queen ou Black Sabbath, déjà t'as une certaine street cred. Je vous jure que grâce à JoJo, je me suis intéressé à plusieurs artistes et j'ai découvert des bangers. On a même droit à notre petit instant chauvin puisque l'un des personnages de Stardust Crusaders s'appelle Jean-Pierre Polnareff. Et évidemment la musique de l'anime elle-même est orgasmique. Autant les openings fourmillants de détails que les thèmes musicaux que vous avez forcément déjà entendus. Je pourrais m'étendre encore des heures sur pourquoi JoJo c'est génial, entre les méchants qui se lancent dans des monologues philosophiques en plein combat, les personnages qui se servent de concepts de physique quantique pour contrer l'adversaire, la mise en scène ultra théâtrale avec des onomatopées qui flottent façon comics, et s'il faut une dernière raison pour vous convaincre, c'est le seul animé au monde où vous pourrez voir une battle de négociation pour acheter un kebab. Si la forme ne vous attire pas, croyez-moi, ça a été le cas de tout le monde au début. Mais ça reste un pan historique de la culture moderne japonaise auquel tout amateur de manga et d'anime doit s'intéresser. Et l'œuvre se réinvente tellement que même si une des parties ne vous plaît pas, la suivante le pourrait totalement. Je vous promets qu'avec ses personnages expressifs, attachants et originaux, son ton qui varie entre l'absurde, l'épique et le drame, ses combats psychédéliques et sa bande son mémorable, JoJo's Bizarre Adventure ne vous laissera pas indifférent. De son nom original, Hansatsu Kyoshitsu, Assassination Classroom est un manga de Yusei Matsui, publié entre 2012 et 2016 dans le Weekly Shonen Jump, puis adapté en animé en 2015. Le visuel principal de ce manga, vous l'avez sûrement déjà croisé, cette face de smiley jaune qui a l'air d'en vouloir à votre intégrité corporelle. Ce visage appartient au personnage principal du manga, Koro Sensei. Oui, je sais, vous avez sûrement beaucoup de questions, mais d'abord parlons un peu du synopsis. Un jour, la lune explose. Bon, un petit désagrément qui d'ordinaire devrait causer la fin de notre existence, mais passons. En réalité, elle est encore là, juste salement amochée. Alors que les gouvernements paniquent, un extraterrestre jaune ressemblant à un poulpe humanoïde arrive sur Terre et déclare être le responsable de l'explosion. Il menace de réserver le même sort à la planète d'ici 1 an, mais propose un marché. Il demande à devenir le professeur d'une classe particulière dans le lycée Kunugi-Gaoka au Japon. Il formera alors les élèves de cette classe à l'art de l'assassinat dans l'objectif qu'ils arrivent à tuer leur cible, lui-même. D'abord circonspect car tout semble n'être qu'un jeu pour l'alien, le gouvernement japonais accepte le marché, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre option pour l'instant. En effet, le bougre semble impossible à éliminer de manière conventionnelle, il se déplace à Mach 20 et se régénère très vite. Avec une récompense de 10 milliards de yens pour les motiver, les lycéens vont commencer une année étrange, mêlant études normales et tentatives d'assassinat sur leur professeur. Dit comme ça, le scénario a l'air totalement sous acide, mais la situation est prise assez au sérieux mine de rien. Et ça passe avant tout par le traitement des personnages. D'abord les élèves. La difficulté quand tu écris une histoire sur une classe, c'est que fatalement tu vas avoir des dizaines de personnages à gérer. Et bien dans Assassination Classroom, aucun élève n'est laissé sur le côté. Chaque lycéen a son petit moment de gloire, son petit gimmick, son petit truc qui fait que tu te souviens de lui. Le fait que chaque individu soit identifiable rend le groupe encore plus appréciable. Alors évidemment on en a des plus mis en avant que d'autres, mais ça nous garantit un nombre conséquent de dynamiques. La classe 3E, comme ils sont appelés, est une classe de rejetés de par leur difficulté scolaire ou leur statut social. Ils sont mis en marge du bâtiment principal et moqués par le reste du lycée. Ils ont donc tout approuvé lors de cette année, et ils prennent tout autant au sérieux leur mission de sauver la Terre que celle de réussir leurs études. Et c'est à la croisée de ces deux objectifs que se tient Koro Sensei. Notre poulpe de l'espace n'est pas simplement l'ennemi à abattre, il est également un professeur redoutable. Dès le début de l'épisode 1, on se retrouve directement dans le quotidien absurde de la classe. Alors que Koro Sensei arrive, les élèves se mettent à le canarder, ce qui ne l'empêche pas de faire l'appel de façon consciencieuse en esquivant les balles. Alors, commençons. Je vais faire l'appel. Continuez de tirer pendant ce temps-là, si vous le souhaitez. Yuma Isogai. Présent. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Je n'entends rien à cause du bruit des coups de feu. Parfait. Aucun absent ou retardataire. Mais c'est merveilleux. On peut dire que la journée commence bien.
On nous pose vite les bases, l'alien prend son rôle de professeur très au sérieux, et les élèves restent des élèves même avec des fusils d'assaut entre les mains. On se rend compte rapidement de quelque chose, Koro-sensei est un personnage extrêmement sympathique et attentionné envers ses élèves, ce qui contraste avec le danger potentiel qu'il représente pour la planète. Un sentiment de complicité s'installe rapidement entre lui et la classe, qui sont d'ailleurs ceux qui vont le baptiser Koro-sensei, jeu de mots avec Koro-senai qui signifie intuable, et sensei le suffixe honorifique pour désigner les professeurs. L'alien va se montrer tout autant enclin à leur enseigner des connaissances scolaires que des leçons de vie pour qu'ils apprennent à se comprendre eux-mêmes. Il connaît ses élèves sur le bout des doigts, enfin des tentacules. Leurs forces, leurs faiblesses, leurs passions et leurs peurs. Viennent donc à l'esprit plein de questions légitimes. Pourquoi Koro-sensei est-il aussi dévoué à son rôle de professeur? Pourquoi voulait-il enseigner à cette classe en particulier? Pourquoi un personnage qui semble aussi gentil détruirait la Lune puis la Terre? Est-ce qu'il fait semblant pour amadouer les élèves? Mais en même temps, c'est lui qui a proposé de les entraîner à le tuer. Et eux, se sentiront-ils capables de le tuer s'ils s'attachent à lui? C'est toutes ces questions qui font le sel de cet animé. On a envie de connaître l'avenir des élèves et on a envie de connaître le passé de Koro-sensei. Comme une grande partie de l'intérêt de cette œuvre repose sur le mystère, je n'irai pas plus loin dans l'histoire. On peut néanmoins parler du ton et des thèmes abordés dans Assassination Classroom. L'ambiance de la série mélange habilement l'action, le drame scolaire et la comédie. On a d'ailleurs une référence à Jojo dans le manga, comme par hasard, et aussi une à One Piece. J'ai rarement été autant investi dans des personnages que dans cette série. C'est beau, c'est drôle, c'est inspirant, c'est touchant, visuellement c'est impeccable et la musique défonce. Assassination Classroom, c'est aussi un bel hommage au métier de professeur. La profession y est décrite avec beaucoup de sérieux et de compréhension. C'est d'autant plus probant au Japon où les enseignants sont tenus d'être beaucoup plus impliqués dans la vie et l'avenir de leurs élèves. Koro-sensei incarne toutes les qualités nécessaires pour être professeur. Il est attentionné, cultivé, rigoureux, compréhensif, il sait se montrer ferme quand il le faut mais ne laisse pas les moins studieux à la traîne. Ayant moi-même un père enseignant, c'est une image qui me parle. C'est une profession capitale qui mérite d'être valorisée quand elle est exercée avec conviction. La crainte d'échouer, la peur de ne pas savoir quoi faire de sa vie, l'angoisse d'être rejeté par les autres, tout ça c'est des émotions qu'on a tous ressenties et qui sont traitées avec brio dans cette série. Ne vous fiez pas au visuel goofy de Koro-sensei, parce que je vous garantis qu'Assassination Classroom va vous faire passer par tout un panel d'émotions. Qui nous sommes? Des assassins. Quelle est notre cible? Notre prof. Est-ce que vous aimez les mechas? Personnellement, c'est pas le genre qui m'attire le plus. C'est un style iconique au Japon, mais beaucoup moins populaire par chez nous. Alors évidemment, même ta grand-mère connaît Goldorak, mais c'est rien comparé à la popularité de certaines séries au Japon comme Gundam ou Macross. L'un des gros tournants pour le mecha à l'international, ça a sans doute été le légendaire Neon Genesis Evangelion. Et cette série, on la doit à un studio d'animation dont je dois absolument vous parler, Gainax. Fondé en 1984, le studio Gainax a eu un énorme impact sur l'animation japonaise. Avant l'immense succès d'Evangelion, ils nous ont offert quelques séries comme Nadia et le secret de l'eau bleue ou Gunbuster. Et ce dernier est très intéressant pour un détail insolite, c'est le premier animé où les poitrines des personnages féminins sont enfin soumises à la physique. Un procédé qui sera surnommé le Gainax Bounce et qu'on retrouve désormais partout. Donc la prochaine fois que vous verrez une paire de seins rebondir, vous saurez qui remercier. Blague à part, il y a derrière tout ça une volonté de Gainax de mettre la femme au centre de l'histoire. On retrouve souvent dans les productions du studio des personnages féminins proactifs mais qui ne rejettent pas pour autant leur féminité. Découlant de ça, on retrouve une esthétique qui consiste à lier le genre du mecha à l'érotisme et l'intimité. Des émotions purement humaines qui rappellent que dans les histoires de robots géants, le plus important c'est les personnages qui les pilotent. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon animé préféré produit par Gainax, Gurren Lagann. De son nom complet, Tengen Toppa Gurren Lagann. Cette série, sortie en 2007, nous raconte l'histoire d'un futur où l'humanité a été contrainte de s'exiler sous terre, la surface ayant été envahie par des hommes bêtes pilotant des robots géants. Impuissants face à eux, les peuples se sont répartis en villages troglodytes et les raisons de leur exil sont peu à peu oubliées par les générations futures. Les humains se contentent désormais de leur vie souterraine, formant des excavateurs pour agrandir l'espace. On suit un de ces foreurs, Simon, un orphelin de 14 ans timide et angoissé, et son grand frère spirituel Kamina, très extraverti et aventureux, à qui Simon voue une grande admiration. Kamina refuse de rester éternellement sous terre et se doute bien qu'il y a une surface par-delà le plafond de pierre. Surface qu'il compte bien partir explorer au grand mépris des tabous imposés par la communauté. Un jour, Simon tombe sur un pendentif en forme de foreuse puis sur une tête de robot enfouie dans le sol. Au même moment, un robot piloté par un homme bête s'introduit dans la caverne menaçant les habitants. Simon et Kamina s'y rendent et rencontrent une jeune fille d'un autre village, Yoko, qui tente d'arrêter l'intrus. N'ayant pas d'autre choix, ils retournent voir la tête de robot trouvée par Simon et découvrent que le pendentif est une clé permettant de l'activer. À bord de leur nouvel engin, ils parviennent tant bien que mal à bouter l'ennemi hors de la caverne et par la même occasion s'envolent vers la surface. Désormais, ils n'ont qu'un objectif en tête, reconquérir la terre qui leur appartient. Alors ce premier épisode, on peut le voir comme une version très littérale de l'allégorie de la caverne, qui est une base très efficace en fiction. Pour rappel, en vulgarisant rapidement, c'est un concept imaginé par Platon où des hommes vivent depuis leur naissance dans une caverne coupée du monde extérieur, et ne peuvent voir qu'un spectacle d'ombre projeté sur le mur de la grotte par des gardiens derrière eux. Du coup, leur seule vision du monde n'est qu'une représentation, et pas la réalité. Si on sort de force l'un des individus de la caverne, il ne pourra pas supporter la vérité, le savoir, symbolisé dans l'allégorie par le soleil qui l'éblouit. Mais il va peu à peu s'habituer, prendre conscience de la mascarade et vouloir retourner dans la grotte pour libérer ses camarades et leur faire voir la lumière.
Mais selon Platon, il y a de grandes chances que ceux-ci ne le croient pas et refusent de le suivre, voire le tuent carrément. Et si on transpose tout ça à Gurren Lagann, évidemment on a littéralement des hommes enfermés dans une caverne depuis leur naissance, une fausse représentation du monde extérieur sur lequel circulent des rumeurs et des tabous, puis Simon et les autres arrivent à la surface, et évidemment la première chose qu'ils voient c'est un soleil éblouissant qui irradie même sur l'image. Mais ils savent que même s'ils retournaient en bas, les autres ne les suivraient pas car ils sont trop effrayés pour s'y rendre et préfèrent la sécurité de leur abri souterrain. Ils vont donc devoir devenir des guides pour permettre à l'humanité entière de reconquérir la surface. Cet animé est génial. On retrouve tout le sel de Gainax, une animation maîtrisée, des mechas, un côté très intimiste avec les personnages de Kamina et Yoko qui sont très peu vêtus mais très sûrs d'eux, contrastant avec le timide Simon qui envie leur assurance. Il y a de l'action, des moments poignants et de la comédie, surtout avec le personnage de Kamina qui est particulièrement exubérant. Mais d'ailleurs, ces poses, cette mise en scène, ça vous rappelle rien ? Ah, vous le voyez venir je pense. Ouais, je vais vous faire le coup à chaque fois, soyez prêts. Gurren Lagann aborde aussi de nombreux thèmes. Comme il y a deux races qui s'opposent, les humains et les hommes bêtes, on a bien sûr le thème de la discrimination et de la peur de l'autre. On peut aussi y voir un questionnement sur comment l'humanité réagirait en cas de crise qui la dépasserait. On a le parcours personnel de Simon qui va devoir se défaire de son anxiété pour devenir un leader de la rébellion, ce qui symbolise un passage à l'âge adulte, et tout un tas d'autres que je vous laisse découvrir par vous-même. J'en profite pour glisser un petit mot sur le doublage, vous allez comprendre pourquoi. Pour les deux précédents, je vous ai pas dit ce que je pensais de la VO et de la VF. Alors pour Jojo, les VF sont malheureusement produites un peu sporadiquement, mais par contre elles sont vraiment très bien au niveau du doublage parce que l'adaptation se lâche totalement. Je vais t'enculer à sec. Assalam alaikum. Mais je dois quand même vous recommander la VO qui est évidemment exceptionnelle et surtout qui a les bons noms. Je vous avais dit qu'il y avait eu des soucis de localisation du haut droit, ce qui fait que seule la version japonaise dit oralement les noms originaux. Tous les doublages étrangers ont dû les remplacer par les noms secondaires qui rendent du coup beaucoup moins bien et qui surtout effacent les références. Sticky Finger Zipperman. Pour Assassination Classroom par contre c'est honnêtement équivalent, la VF de Koro Sensei notamment est très bonne, à la fois fidèle au personnage mais différente de la voix japonaise. Donc là ce sera selon l'appréciation de chacun. Ces balles sont peut-être inoffensives pour vous en effet. Mais elles ont été spécialement conçues par l'État pour m'éliminer. Pour Gurren Lagann, c'est un cas un peu particulier. D'habitude, quand on fait les voix d'un dessin animé, les comédiens enregistrent d'abord les voix sans voir d'image ou alors des storyboards. L'animation est ensuite faite par-dessus pour coller à leur interprétation, ce qui garantit une certaine synchronisation. Mais pour Gurren Lagann, il semblerait que l'animation ait été faite en premier. Et le problème, c'est que les japonais, quand il s'agit de doubler, ils privilégient souvent la performance à la synchronisation labiale. Contrairement à nous qui avons justement inventé la bande rythmo pour ça. Et malheureusement ça conduit à de très gros écarts sur la VO de Gurren Lagann. Heureusement, si vous pensez que ce genre d'erreur peut vous gâcher l'expérience, il y a la version française qui a été dirigée par Thomas Guitard qui est déjà apparu dans mon analyse de Oban Star Racers. Thomas Guitard, c'est un grand fan d'animation japonaise qui a commencé dans le doublage amateur avant d'ouvrir son propre studio One Take. Il était ravi de pouvoir adapter une série de Gainax, mais a eu des a priori négatifs sur Gurren Lagann qu'il percevait comme bas du front et racoleur par rapport à Evangelion. Tu vois, j'étais vraiment content de faire un titre de Gainax, et pourquoi j'ai ça de Gainax, tu vois. Je me suis fait cette réflexion-là. Et puis après, j'ai vu l'animé, j'ai fait « Ah ouais !» Et pourtant, après visionnage de la série, il a fait un 180 degrés complet. Il a pris son travail avec rigueur, voulant retranscrire toute la fougue des comédiens japonais tout en corrigeant les erreurs techniques. Vous êtes trop drôle. Enfoiré Canman. Sérieusement, pour qui vous prenez? Avec toutes ces données en tête, vous comprendrez que la VF est une vraie réussite en plus de compter un casting de voix exceptionnel. Donc, à vous de vous faire votre propre avis. Que ce soit en français ou en japonais, Gurren Lagann c'est une fresque épique au style graphique certes original mais bien maîtrisé, accompagnée d'une musique grandiose, oscillant entre les symphonies orchestrales et les thèmes hip-hop et porteur de messages profonds dans la plus pure tradition Gainax. Et ça tombe bien car le prochain animé qu'on va aborder c'est aussi une production Gainax mais dans un tout autre registre. Ah, j'avoue, je sais pas trop comment introduire proprement cet animé. C'est assez récemment que je me suis décidé à le regarder et ce qu'on peut dire c'est que c'était une sacrée expérience. Panty and Stocking ou Panty and Stocking, ok pardon j'arrête. De son nom complet, Panty and Stocking with Garter Belt est donc une série animée de Gainax sortie en 2010. C'est l'histoire de deux anges déchus, Panty et Stocking, donc littéralement culotte et collant, bannis du paradis car trop indécentes. Elles se retrouvent donc sur Terre dans la ville de Daten City et vont devoir gagner leur place au ciel.
Pour ce faire, elles doivent combattre des démons appelés Ghosts, manifestations des vices humains sous la direction du prêtre Garterbelt. Chaque élimination leur offre des Heaven Coins, lesquels doivent être accumulés en assez grand nombre pour qu'elles regagnent leur siège au paradis. Alors entendons-nous bien, je vais pas réussir à vous faire croire que cet animé n'est pas débile, il l'est. Mais débile de la même façon que South Park par exemple. Ce dernier emploie un ton volontairement indécent et graveleux pour mettre en évidence les débordements de la société qu'il dénonce. Ici, on est dans la même démarche. Alors clairement, c'est une série pour adultes, donc ne vous laissez pas avoir par le graphisme cartoonesque. Et aussi ne la montrez pas à vos enfants. S'il vous plaît. Il n'y a aucune limite au thème abordé. Aucune. L'humour est borderline et le langage très fleuri. Panty est une grande blonde arrogante et nymphomane, exubérante à souhait qui préfère collectionner les hommes que faire son boulot. Stocking, à l'opposé, est une gothique plutôt réservée et accro aux sucreries qui doit souvent calmer les ardeurs de sa sœur. Elles sont des allégories assez évidentes de deux péchés capitaux, la luxure et la gourmandise. Chaque épisode est découpé en plusieurs courts segments, parfois une banale scène de vie quotidienne du duo et parfois une de leurs missions pour aller dézinguer du ghost. La série est clairement un laboratoire d'expérimentation pour les animateurs, qui introduisent même différents styles comme des maquettes lors de la mort des ghosts ou la séquence de transformation de Panty et Stocking dans une version beaucoup plus réaliste. Scène de transformation dans laquelle elles font du pole dance et transforment leurs sous-vêtements en flingues et en katana. Ne vous posez pas de questions. La mise en scène est extravagante avec des jeux sur les échelles et les profondeurs de champ, des mouvements et des poses qui ne sont pas sans nous rappeler un certain Jojo. Ah bah je vous avais prévenu, il y a des références partout. Panty and Stocking parodie allègrement les cartoons américains, notamment ceux de Cartoon Network, qui, souvenez-vous, s'inspirent eux-mêmes souvent des animés japonais, donc on peut dire que la boucle est bouclée. Il y a un petit côté Hi Hi Puffy Amiyumi dans la DA. Mais si Hi Hi Puffy Amiyumi c'était bon enfant, là on est sur un tout autre niveau. Les deux héroïnes sont loin d'être des modèles, au point même de choquer des démons. Mais ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que dans la plus pure tradition Gainax, elles sont libres, indépendantes et proactives. Leur érotisation à outrance parodie le male gaze, qui désigne la façon dont les femmes sont représentées au cinéma, souvent via le regard d'hommes hétérosexuels qui les objectivent. Ici, leur sexualisation est tellement exacerbée qu'elle en devient littéralement une arme. Elles sont libres de leur corps et de leur destin et ne laissent personne leur marcher dessus, surtout des hommes. Bien qu'elles aient leurs défauts, elles affrontent finalement bien pire qu'elles, et en comparaison, elles attirent une certaine sympathie. Est-ce un message pour dire que même ceux qui se prétendent des anges ont des vices cachés? Peut-être, on peut interpréter l'animé de plein de façons. Ce qui est sûr, c'est qu'il tourne en dérision les débordements du sexe, de la religion, de la corruption, de la célébrité, de la pression au travail et de plein d'autres aspects de la société. Contrairement aux 3 séries précédentes, je ne la recommanderais pas aveuglément à tout le monde. Mais si vous cherchez un animé différent et sans limite, vous pourriez passer un bon moment. La saison 2, New Panty and Stocking, est sortie récemment, presque 15 ans après la première. Et alors d'après mes recherches, il semblerait que seule la deuxième saison ait été doublée en français. Donc a priori, pour la première, vous n'avez pas trop le choix que de la regarder en japonais. Il semble y avoir cependant de bons retours sur le doublage récent, donc si comme moi vous êtes plus sensible à l'humour quand c'est dans votre propre langue, je vous conseille d'y jeter un œil. Merde, j'ai complètement oublié que j'avais réservé une balançoire sexuelle pour mon plan cul chez Hayat en ville. Maintenant, si on regarde bien, la dernière saison est sortie en 2025, mais pourtant Gainax a fermé ses portes en 2024 après des années de galères financières. Eh bien c'est parce que New Panty and Stocking n'a pas été animé par Gainax, mais par un autre studio dont nous allons parler dans la prochaine entrée de la liste. Malheureusement, Gainax ne survivra pas aux années 2010. Panty and Stocking aura été la dernière vraie série du studio, et à l'époque, elle n'avait pas si bien marché que ça. Gurren Lagann était le dernier gros carton qui leur avait redonné un coup de boost, mais ça ne suffira pas à les maintenir en vie. La cause principale de cette descente aux enfers, c'est le départ de nombreux membres importants, désireux de prendre leur indépendance et de créer leur propre studio. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Hiroyuki Imaishi. Cet homme est tout simplement le réalisateur de Gurren Lagann, de Panty and Stocking et de la série dont on va parler juste après. Dès Gurren Lagann, on sent la patte de Imaishi dans le style graphique, loin des standards de l'époque avec un trait plus rond, plus brut, permettant une animation plus dynamique et fluide. Avec Panty and Stocking, il ose quelque chose d'encore plus inhabituel, autant visuellement que dans le ton. Voyant qu'il ne pourrait pas s'épanouir artistiquement en restant chez Gainax, il quitte le bateau en 2011 pour fonder un de mes studios préférés, Trigger. Les productions animées de chez Trigger, on les reconnaît au premier coup d'œil. Vous en avez sûrement déjà vu certaines, comme Darling in the Franxx ou Cyberpunk Edge Runners, mais aujourd'hui on va s'intéresser au tout premier projet du studio sorti en 2013, Kill la Kill. L'histoire prend place dans une ville placée sous le régime totalitaire de l'académie Onoji. Dans cette école, les élèves sont classés suivant le nombre d'étoiles de leur uniforme, de 0 à 3. Plus l'uniforme est gradé, plus celui-ci offre des pouvoirs spéciaux à son porteur. Au sommet de la hiérarchie se tient le conseil des élèves dirigé par Satsuki Kiryuin et ses 4 généraux, seuls détenteurs d'uniforme 3 étoiles. L'ordre et la crainte sont de rigueur à Onoji, mais une personne fraîchement arrivée en ville semble bien décidée à donner un coup de pied dans la fourmilière. Notre protagoniste, Ryuko Matoi. Quelques mois auparavant, la jeune fille trouve son père, un éminent scientifique, agonisant au milieu de leur maison en flammes.
Elle a juste le temps d'apercevoir l'ombre de son assassin s'enfuir, laissant derrière lui la moitié d'une paire de ciseaux géants. C'est son enquête qui finit par la conduire à Onoji, où elle espère trouver le coupable qui devrait avoir en sa possession l'autre moitié des ciseaux. Elle intègre donc l'école et confronte rapidement le conseil des élèves sur cette affaire. Satsuki laisse entendre qu'elle sait quelque chose mais refuse de lui dire. Et malheureusement, Ryuko n'est pas assez forte pour se mesurer au chien de garde de l'académie boosté par les uniformes étoilés. Elle s'enfuit pour trouver refuge dans sa maison calcinée où son sang va réveiller une invention de son père, Senketsu, un uniforme vivant. En portant Senketsu, elle sera en mesure de rivaliser avec ses adversaires de l'académie, en échange de quoi l'uniforme lui drainera petit à petit son sang. A partir de là, elle va remonter la piste jusqu'à l'assassin de son père et découvrir tout le mystère derrière cette affaire, le tout en terrassant les ennemis qui se mettent en travers de sa route. Cet animé est pour moi la quintessence du style Trigger, c'est atypique, c'est débilement épique dans sa mise en scène, c'est drôle, c'est rythmé, et c'est musique bordel. Comme d'habitude avec Imaishi, on reconnaît bien là les influences de Jojo avec, vous le voyez venir, les petites références qui font plaisir. Le style graphique est certes déroutant au départ, mais permet une animation dynamique avec des visages expressifs, des jeux d'échelle et de déformation, et une mise en scène over the top. C'est aussi satisfaisant dans les moments d'action que dans les moments comiques. Car oui, Kill la Kill c'est aussi très drôle. Je veux dire, la première phrase qu'on entend dans l'animé, c'est ça. En 1933, en Allemagne, le Parti national-socialiste s'empare du pouvoir lors des élections législatives. À la suite de ça, Hitler est nommé chancelier par le président. D'ailleurs, même si la VO reste au-dessus, la VF se débrouille très bien. Dans la continuité de ce que proposait Panty and Stocking, les femmes sont clairement les stars du show et toute la série tourne autour du rapport au corps. C'est pour ça que les personnages se retrouvent très souvent exposés, et pas que les demoiselles d'ailleurs. Ce que j'adore dans Kill la Kill, c'est le nombre de thèmes profonds abordés derrière son enrobage racoleur. Évidemment, comme souvent dans les fictions présentant une société hiérarchisée, on peut y voir une critique de la lutte des classes et du capitalisme. Les personnages les plus puissants ayant les possessions les plus précieuses symbolisées par leur uniforme. Sur un autre niveau de lecture, on a donc ce fameux rapport au corps et l'acceptation de soi. C'est d'abord symbolisé par le personnage de Ryuko. Au début, elle galère à maîtriser Senketsu car elle se sent vulnérable d'exposer autant son corps. Contrairement à Satsuki qui, elle, a pleinement confiance en qui elle est. Les fesses à l'air, n'importe quoi. C'est précisément sous cette forme qu'Akamui peut déployer toute sa puissance. Si tu en as honte et que tu te plies à des critères rétrogrades, c'est bien là la preuve de ta médiocrité. Moi, Kiryu Satsuki, je suis prête à tout pour satisfaire mes ambitions. Et si pour cela je dois montrer ma poitrine au monde, je le ferai sans aucune hésitation. Je fais ce que je veux de mon corps. Personne n'a à me dicter ma conduite. C'est uniquement quand Ryuko comprend que Senketsu doit devenir comme une seconde peau qu'elle révèle son plein potentiel. Elle devient plus forte parce qu'elle ne se soucie plus du regard des autres. J'ai enfin compris. En fait, il suffit que je me retrouve nue. Porter un kamui signifie ne faire qu'un avec lui. Tu dois devenir ma seconde peau. Et c'est une philosophie que les autres personnages vont peu à peu adopter eux aussi, notamment les 4 généraux d'Onoji. Au début, leurs uniformes se transforment en armure qui les couvre presque entièrement, mais dans leur forme finale, leurs tenues deviennent plus épurées et près du corps. Parce qu'une fois dépourvus de nos apparats, sur le plan moral, on est tous les mêmes. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. Ça fait du bien d'avoir un tel message qui n'est pas un poncif usé jusqu'à la corde dans un animé. Avoir honte de son corps, ça arrive à tout le monde, même aux gens qu'on pourrait considérer comme beaux. Et c'est d'autant plus impactant que les personnages soient des adolescents car c'est à cette période que cette peur est la plus présente avec toutes les transformations dues à la puberté. Allons encore plus loin, on peut y voir un questionnement sur le transhumanisme. Les uniformes étoilés sont un moyen de briser les limites humaines, mais une mauvaise utilisation de ceux-ci peut conduire à la catastrophe. Kill la Kill nous rappelle ce que c'est d'être humain et invite à la plus grande prudence sur les dérives de ce qui pourrait nous dévier de notre humanité. Voilà pourquoi c'est un de mes animés préférés et je vous enjoins de le découvrir ainsi que le travail de Trigger en général. J'espère vous avoir convaincu que derrière une esthétique qui peut sembler ridicule, certaines séries animées proposent une expérience bien plus profonde qu'on le penserait. Si cette vidéo vous a fait connaître l'un de ces animés, a réussi à briser des a priori qui vous empêchaient de les regarder, ou juste si vous les aviez déjà vus mais que ça vous a fait réfléchir dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez d'autres exemples de séries dans ce style, et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.